Et comme il y a un organe dédié à cet effet et autorisé par le Code des marchés publics, l'ARMP a deux organes, c'est-à-dire le Conseil de régulation. Le Conseil de régulation, c'est en quelque sorte le conseil d'administration ailleurs dans les EPA et dans les SA, dans les sociétés anonymes, en société publique. Mais ici, on appelle cet organe le Conseil de régulation. Ce Conseil de régulation est constitué de 9 membres. C'est-à-dire il y a le secteur privé, 3 membres, l'État, 3 membres, la société civile, 3 membres. Donc vous comprendrez que l'État est minoritaire dans ce conseil. Quel est son rôle? Son rôle, c'est de définir et orienter la politique générale de l'ARMP et de rendre les décisions en matière de contentieux en marché public et partenariat public-privé dans un cadre non juridictionnel. En matière de contentieux, les marchés publics et les PPP, le Conseil de régulation dispose d'une instance d'examen et de décision. Cette instance-là s'appelle le Comité de règlement des différentes sanctions, CRDS. Les examens sont faits et les décisions rendues suite au recours exercé par les candidats soumissionnaires, titulaires des marchés publics ou conventions des partenariats publics-privés ou de personnes ayant eu connaissance d'irrégularités avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et partenariats publics-privés. Donc là aussi, vous comprendrez que tous les acteurs sont impliqués. Et les candidats, et les soumissionnaires, et les titulaires. Tout le monde est impliqué. Raison de plus, de mieux qui ont été mis à votre disposition pour mieux réussir à exécuter vos différentes activités. L'ARMP peut aussi s'autosaisir et statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées sur la demande du président du Conseil de régulation ou d'un tiers de ses membres. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on appelle irrégularité? Qu'est-ce qu'on appelle faute et infraction constatée? On va le voir dans les prochaines slides. À ce titre, elle est donc compétente à recevoir, examiner au fond et rendre des décisions en matière de contentieux en marché public et partenariat public-privé. Monsieur Gallo, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a la différence entre candidat et soumissionnaire? Pardon? Vous dites que le recours est fait par deux. Il y a une différence entre le candidat et soumissionnaire. Ah bon? Les missions du CRDS, c'est-à-dire le comité de règlement des différentes sanctions. On l'a dit tout à l'heure, c'est une instance du Conseil de régulation. Il siège en fonction des faits dont il est saisi par les tiers ou sur autosaisine en matière de litige ou en matière disciplinaire et en matière disciplinaire. Il est chargé, entre autres, de recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées. Les parties intéressées, là, la soumissionnaire, candidat, ainsi de suite. Celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation et l'exécution des marchés publics et partenariats publics-privés. Cela veut dire qu'il peut y avoir des irrégularités durant toute la procédure. Donc ces irrégularités peuvent être dénoncées par une personne anonyme auprès de l'ARMP ou auprès des autorités contractantes. Mais vous n'êtes pas obligé de dire que non, c'est Mamadou Diallo qui dénonce et tout et tout. Donc la dénonciation est anonyme. Donc ça permet un peu d'avoir quelque chose de potable dans les faits qui sont allégués. Recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires au marché public et partenariat public-privé relatifs à la procédure de passation des marchés publics et partenariat public-privé
ainsi qu'à leur exécution. De rendre des décisions suite à l'examen des faits relatifs à sa saisie ou autosaisie. Donc là, comment on appelle? On va essayer de vous dessiner tout à l'heure toute la procédure, comment il faut saisir l'AFP, quels sont les acteurs qui entrent en ligne de compte. Parler de marché public, c'est aussi parler de transparence, de déontologie et surtout d'éthique. Je pense qu'au niveau, à l'entame même de la session, on vous a parlé de certains points clés qui fondent même la commande publique, dont la transparence. Les impératifs du système national de la commande publique imposent aux acteurs le respect de certains principes incontournables dont la mise en œuvre participe à un assainissement du cadre global de gestion des finances publiques et renforce l'amélioration de la crédibilité de l'État aux yeux des citoyens et des partenaires techniques et financiers. Hier et avant-hier, plusieurs exemples ont été donnés. Des exemples relatifs à la collusion, par exemple, à des ententes prohibées pour l'exécution ou pour être titulaire des marchés. Donc tout ça rentre dans le cadre de l'éthique et surtout de la déontologie. Et tous les acteurs de la commande publique, en tout cas ceux qui concourent, chacun avait signé cette charte d'éthique et de déontologie et elle va figurer même dans les DAO. La charte d'éthique et de transparence et de déontologie élaborée en application des dispositions des articles 156 et suivants du décret 333 portant code des marchés publics cherche à établir des normes de comportement attendues des acteurs de la commande publique. Il traite notamment, c'est-à-dire quelle est la conduite à tenir par les agents publics et privés, parce qu'il y aura des sanctions. Les sanctions concernent non seulement les titulaires des marchés ou les soumissionnaires des candidats, mais aussi les agents publics. Tout à l'heure, on a parlé des services techniques compétents autour desquels l'appel est de gravité. Tous ces agents-là sont concernés par des sanctions possibles qui pourraient vraiment émaner d'une anomalie voulue ou constatée. De la conduite à tenir par les candidats soumissionnaires, attributaires et titulaires des marchés publics et partenariats publics-privés. Des mesures de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. Je pense aussi, ici, on nous a parlé de conflits d'intérêts, parce que ça fait partie de mots-clés. Le conflit d'intérêts, même récemment, l'ancien président parlait de ça au cours d'un conseil de ministre. C'est-à-dire là où moi j'envoie ma femme pour un marché public concernant ma propre institution, mon enfant, mon ami, mon cousin. Donc, absolument, il faut qu'il y ait un conflit d'intérêts. En principe, il ne doit pas y avoir parce qu'il n'y a pas l'égalité de traitement. Des sanctions et des modalités de leur application en cas d'infraction à la réglementation. Maintenant, quels sont les devoirs et obligations des personnes publiques et privées responsables de la commande publique? Tout à l'heure, je vous parlais de la personne responsable des marchés publics, c'est-à-dire la PRP. Elle doit respecter les principes fondamentaux relatifs à la commande publique. On en a largement débattu ici, même avant-hier aussi, c'est-à-dire le libre accès à la commande publique. Il est obligé de la respecter. L'égalité de traitement des candidats également. La transparence des procédures, tout ça, on ne revient pas là-dessus parce que ça vous a été expliqué. La libre concurrence, l'économie et l'efficacité de la dépense publique et l'équilibre économique et financier. Je pense que l'expert a parlé de ça avant-hier, ici sur le tableau. Donc le libre accès, néanmoins, suppose la possibilité pour toute personne remplissant les conditions requises de se porter candidat à un marché public ou à un partenariat public.
Je pense que c'est bien clair. L'égalité de traitement des candidats suppose la non-mise en œuvre des dispositions qui, par leurs exigences particulières, écartent des candidats en se fondant sur d'autres conditions que celles que la réglementation des marchés publics permet d'imposer concernant leur situation juridique, leurs capacités techniques, professionnelles et financières, ou encore les caractéristiques des offres. Ça aussi c'est clair. La transparence des procédures. Je pense qu'on va continuer parce que tout ça là, vous avez vu ça. L'autorité contractante. Elle s'affranchira des procédures des marchés publics en l'interventionnisme des supérieurs hiérarchiques et de toute autre personne ne figurant pas au nombre des acteurs reconnus par la réglementation. Je crois que c'est ce qui est plus fréquent dans les différentes autorités contractantes, c'est-à-dire le ministre, le DAF, le contrôleur financier, selon leur position législative, très souvent ils viennent s'impliquer dans la procédure de passation des marchés publics au sein des autorités contractantes. Je pense que c'est l'anomalie que l'essentiel des autorités contractantes se partagent, que ce soit ici et dans la moindre mesure ailleurs, pour l'essentiel, l'ancrage de la personne responsable des marchés publics constitue un handicap majeur. S'abstenir d'influer les décisions des acteurs en évitant notamment de s'impliquer dans les opérations et de réserver ses interventions à l'approbation des actes posés en amont par les subordonnés. C'est clair. Veiller au fonctionnement régulier des services de contrôle interne. S'engager à entretenir une bonne image de l'administration en observant une intégrité et une moralité irréprochable dans le traitement des dossiers. Utiliser rationnellement les deniers publics. Comment ça, là, ça peut se faire? L'expert vous a parlé de budget annuel, que les marchés publics obéissent à des budgets annuels. Dans ce budget, les besoins sont exprimés et tout le déroulement du processus jusqu'à la fin de l'année budgétaire, tout est inscrit. Prendre une ligne et mettre ailleurs pour un autre marché qui ne soit pas inscrit dans le PPN constitue déjà un délit. Parce que ce pourquoi la ligne a été identifiée, ce pourquoi la ligne a été définie, ce n'est pas le même marché, il est orienté ailleurs. Ou pendant que tu as déjà le crédit, comment vous appelez ça, et la réservation de crédit. Après, vous avez la réservation de crédit, vous revenez, vous trouvez que la ligne est déjà orientée ailleurs. Donc, cela veut dire que ça enfreint un peu au bon fonctionnement de l'exécution du plan de passation des marchés publics. Voilà, c'est pratiquement un déficit, donc c'est passible de peine. N'utilisera pas la fonction, ni les informations qu'il détient de ce fait, ni les biens dont il dispose à ce titre, dans un but personnel ou pour des activités étrangères au service. La commission de passation. La commission de passation fait partie vraiment du cercle restreint des techniciens qui s'occupent un peu au sein des autorités contractantes et ceux qui s'occupent de la passation des marchés publics. Donc cette commission aussi est mise en avant face à ses responsabilités. Elle est chargée de l'ouverture des plis, du jugement des offres, et elle émettra des réserves dans le procès verbal de dépouillement pour toute anomalie relevée dans la procédure de passation et au besoin, l'autorité contractante exercera le recours prévu par la réglementation sur la base de ces réserves. L'autre personne qui entre en scène, c'est l'observateur indépendant. Il est consacré par le Code des marchés publics. Son rôle, c'est quoi? Il émane de l'autorité de régulation des marchés publics. Il doit assister à l'ouverture des prix et à l'évaluation des offres.
À ce titre, il n'a ni voix délibérative, ni voix consultative. Il vient, il constate toutes les anomalies, il mentionne dans un rapport, et le rapport est déposé auprès de la Direction générale de l'autorité de régulation des marchés publics. Donc cela veut dire que s'il y a anomalie, ou s'il y a irrégularité quelque part, lui aussi il peut être interpellé. Il évitera de s'impliquer dans les opérations d'ouverture des prix et d'évaluation des offres. Il s'abstiendra de donner tout avis consultatif ou délibératif de nature à influer les décisions des membres de la commission de passation. Ils ne sont pas seuls. Donc il y a d'autres, il y a une autre chape de plomb qui plane sur la tête des candidats ou des soumissionnaires. C'est pourquoi ceux-ci doivent fournir toutes les informations utiles pour l'analyse de la situation de l'entreprise au plan notamment des capacités techniques et financières. Hier, on parlait ici là même, il y a souvent des fausses déclarations. Donc tout ça là, c'est facile de faire. Indiquer de façon exhaustive à l'autorité contractante, de préférence dès la phase de la soumission, les noms des sous-traitants à employer et toutes les dépenses promises ou payées à des tiers qui pourraient couvrir des avantages occultes. C'est fréquent aussi de constater que, au lieu de suivre la ligne normale, on procède souvent par des raccourcis. On paye par-ci, on paye par-là, on influence les uns et les autres pour rêver, hypothétiquement, décrocher le marché. Donc ça aussi, c'est prohibé par les normes en vigueur. Préserver la confidentialité des informations fournies par l'autorité contractante au sujet de ses services. Le marché public aussi, c'est vraiment sur le droit de la réserve, c'est la confidentialité. S'abstenir d'intenter des recours fantaisistes ou de mauvaise foi destinés uniquement à retarder ou à bloquer les procédures. Je vous ai expliqué tout à l'heure comment se font les dénonciations anonymes en cas de constatation d'irrégularité. Donc, on le sait tous, il y en a qui, par mauvaise foi, peuvent venir faire des déclarations fallacieuses pour essayer d'influencer ou d'influer un peu sur la procédure. Ça vise deux objectifs, soit pour nuire à l'autre, soit carrément contribuer à retarder carrément la procédure. Utiliser des canaux de recours prévus par la réglementation en cas de non-respect de procédures établies afin de réparer éventuellement des dommages qui leur sont causés. Accepter le règlement des conflits à l'amiable et, le cas échéant, faire appel à l'arbitrage. Déjà, ce point-là existe presque dans tous les délais. On prévient, parce que c'est ça aussi, on ne sait jamais. Aujourd'hui, chacun est vis-à-vis de ses droits et devoirs. Demain, on ne sait pas, avant la fin de l'exécution du marché, est-ce qu'il n'y aura pas de différends qui vont naître entre acteurs qui rentrent en scène. Donc, il est tout à fait normal d'accepter d'abord le règlement à l'amiable, ensuite procéder à l'arbitrage, le cas échéant. Donc l'attributeur tout ça là, vous avez eu les mots clés là, le titulaire. Voilà. Maintenant, quelles sont les irrégularités et manquements susceptibles de recours et sanctions? Parce que tout n'est pas irrégularité, tout n'est pas manquement. Mais les irrégularités et les manquements les plus en vue, ceux qui peuvent vraiment influencer la procédure, c'est ce qui nous intéresse ici. C'est-à-dire tout ce qui viole le code des marchés publics d'une façon patente. Ces faits, ils sont listés. Ils sont entre autres le fractionnement des dépenses. Ça veut dire quoi? La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision par les autorités contractantes.
le lancement d'une procédure de passation de marché public doit être subordonné à l'exercice de crédit budgétaire. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Avec des crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant la dépense des organismes publics. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les personnes morales du champ du Code des marchés publics sont tenues, dès la notification ou l'approbation du budget, de préparer, avant la passation de tout marché, un plan prévisionnel et révisable de passation de marché en conformité avec les crédits qui leur sont alloués et leur programme d'activité annuel. Donc on ne doit pas faire des dépenses extra. Même s'il doit y avoir ça, il faut qu'on révise un peu le plan de passation et qu'on doit le soumettre encore à la structure en charge du contrôle. Ça va donner un peu de les conflits d'intérêts, je viens de l'évoquer tout à l'heure, c'est toute situation dans laquelle une personne commise par l'autorité contractante, un candidat, un soumissionnaire, un attributaire ou un titulaire se trouve dans des intérêts personnels qui sont en concurrence avec la mission qui lui est confiée dans la mesure où ces intérêts peuvent le mettre en difficulté pour accomplir sa tâche avec neutralité et impartialité. Je pense que c'est clair aussi. Quelles sont aussi les irrégularités qui peuvent aussi subvenir de la passation des marchés publics? Une fois qu'on viole les informations confidentielles, c'est passible de peine parce qu'on aura donné carrément les secrets de délibération. Les critères d'évaluation dissimulés ou tendancieux. C'est quand on dissimule des informations tendant à empêcher l'accès à la commande publique. Tout ça là, c'est des manipulations souvent voulues par certains acteurs, certains passeurs, certains attributaires, certains candidats pour ne viser absolument que les intérêts personnels des autres. Les cas d'inéligibilité, mise en compétition des candidats frappés d'exclusion. Avant-hier, on vous a parlé de liste noire ici, parce qu'il y a souvent aussi de ces entrepreneurs qui ne peuvent pas concourir à la commande publique à l'issue d'un recours exercé contre eux.